Bonjour à tous, Michael Roland. Donc, je m'attendais à avoir plus d'étudiants parce qu'on m'a dit qu'il y avait énormément d'étudiants et c'est tout l'objet de la présentation. L'objet, c'est de faire prendre conscience à nos étudiants que le prochain terrain de jeu ne sera pas forcément les startups web, mais que ce sera l'industrie. Alors pour me présenter, je suis Michael Roland, je suis un véritable geek, voilà, de la première heure. Et je suis devenu directeur marketing. Donc tout arrive, mais je vous rassure, d'une société qui s'appelle Econocom, qui fait 2,5 milliards dans le digital et l'informatique. Alors, pourquoi est-ce qu'un directeur marketing du digital vient parler de l'industrie 4.0 ? Eh bien en fait, c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que c'est véritablement le prochain terrain de jeu pour tous ceux qui aiment la technologie. Et j'espère vous en convaincre au cours de ces 18 minutes 53. Alors, on a évoqué le terme d'industrie 4.0, mais à quoi ça correspond ? Alors en fait, ça correspond principalement à la 4e industrie qui correspond elle-même à la 4e révolution industrielle. Donc au XVIIIe siècle, on a vu la première révolution industrielle, donc la mécanisation. Merci pour le micro. La mécanisation, l'énergie de l'eau et les machines à vapeur qui ont permis de passer du pur artisanat à un début d'industrie. Ensuite, au 19e, l'arrivée de l'électricité a permis de construire des lignes d'assemblage et puis de créer, avec la Ford T qui en est son emblème, de la production de masse. Dans les années 70, l'ordinateur est arrivé et s'est invité au cœur de l'entreprise, ainsi que l'automatisation, donc les robots tels qu'on les voit là, sont arrivés dans l'entreprise. Alors maintenant, on arrive à la 4e. Alors j'aimerais savoir, d'après vous, quels sont les deux principaux moteurs de cette 4e révolution industrielle. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Le réseau ? Customisation, super réponse, customisation. Le big data ? En fait, tout ça est vrai. Donc il y en a plus que deux. Il y en a d'autres, il y a les robots aussi. Et en fait, le monde réel et le monde virtuel sont en train de se rejoindre au cœur de l'industrie. Et effectivement, quand j'entends la customisation, c'est surtout la demande. En fait, on va retrouver deux principaux leviers que sont les systèmes cyberphysiques. Vous allez voir, je vais vous montrer des vidéos pour rendre la session plus interactive avec des robots. Et puis, je vais vous parler Internet des objets. Mais tout ça, pour que ça fonctionne ensemble, il faut qu'il y ait du réseau, il faut qu'il y ait de la big data, et ça doit répondre à une demande principale, qui est une demande du marché, qui est qu'en fait, chacun d'entre nous, maintenant, veut ses produits plus vite, moins cher et customisés. On veut tous la voiture avec les portières de telle couleur, le toit, telle option, et au final, on a tous une voiture différente, mais demain, ce sera valable pour tous les produits. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la planète aujourd'hui ? En fait, on se rend compte qu'il y a une grande concentration du savoir. Il y a 10% de la population qui détient 80% du savoir. Et surtout, ces 10 dernières années, on a inventé autant que dans le reste de l'humanité, dans le reste de l'histoire de l'humanité. C'est quand même impressionnant. Et ça, on va retrouver donc les éléments du monde qui change dont on a déjà parlé, la métropolisation, la personnalisation. On a aussi de l'individualisation. Chacun d'entre nous veut devenir entrepreneur. Et puis, on a aussi des notions de protection de l'environnement et d'énergie. Et tous ces thèmes-là sont des thèmes qui sont au cœur de l'industrie 4.0. Mais il y a aussi les technologies. Alors, Gartner, c'est un cabinet d'analystes connu mondialement, fait des prédictions chaque année, et puis classe les technologies les plus tendances. Alors là, on remarque en fait, il y a vraiment une fusion entre les mondes réels et les mondes virtuels avec ces 10 technologies, puisqu'on y trouve l'ordinateur partout, c'est le big data, l'Internet des objets, l'impression 3D, on va y retrouver de l'analytique, alors c'est un peu comme le computing everywhere, qui représente plutôt en fait la capacité de calcul. On a les systèmes rich content, on a les machines, les smart machines, on a l'Internet partout, au cœur des entreprises physiques et des entreprises de services. On a du software defined application et infrastructure, ça veut dire que maintenant tout le monde parle la même langue,
tout le monde parle le IP, on a le cloud computing, et puis on l'a vu dans la session juste avant, on a tous les aspects sécurité, puisque aujourd'hui, plus on offre d'intelligence aux entreprises, et plus on a de risque d'être attaqué. Hop, ça ne passe pas. C'est sans doute parce que c'est le moment du premier film. Voilà, merci. Alors on va passer le premier film dans une seconde. Il commence. C'est Le Parisien qui a fait une interview d'une usine qui a été construite par le BCG. Le BCG, c'est le Boston Consulting Group. C'est un des grands cabinets de consulting mondiaux. Et en France, dans le sud de Paris, ils ont monté cette usine pour démontrer l'usine du futur. Une industrie classique d'assemblage de scooters ou autres. Et nous avons additionné à tous les modes de production classiques un tas de technologies nouvelle génération qui vont nous permettre de faire des gains de compétitivité, des gains de flexibilité, des gains sur la valeur ajoutée. Voilà. Et nous allons mêler et montrer comment ces nouvelles technologies apportent du gain, mais aussi peuvent communiquer avec les anciennes technologies et les rendre communicantes pour certaines. Donc à ce poste, ce qu'on montre aussi, on montre une technologie qui est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que sur le réel, qui est filmé par la caméra, on vient rajouter, superposer des éléments virtuels qui vont montrer à l'opérateur que cet élément-là, de cette forme-là, doit se trouver à cet endroit-là du châssis. Et lui va valider, va dire oui effectivement je vois cet élément-là est bien en place, ou il est manquant, ou il est cassé. Et tout ça va permettre de faire un contrôle d'éléments indispensables qui pourraient poser problème sur la ligne s'ils n'étaient pas présents. Il se passe quelque chose d'important en ce moment, c'est que pour la première fois, les nouvelles technologies rencontrent le monde de la production. Et c'est ça qui va générer une révolution industrielle un peu de la même ampleur que celle qu'on a connue lors de l'invention de la machine à vapeur ou lors de l'introduction du Fordisme. Et donc nous, on a voulu donner une réalité à cette nouvelle révolution industrielle en construisant une usine pilote qui concentre l'ensemble de cette nouvelle technologie et qui montre l'impact que ces nouvelles technologies vont avoir sur la performance des usines. Voilà, je vous remercie. Donc sur ce poste, par exemple, d'assemblage. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette vidéo, c'est que cette usine qui est une usine de démonstration, on monte et on démonte les scooters, hein, personne ne roule avec. Ils vont faire maintenant la démonstration qu'on peut construire, en même temps qu'on construit des scooters, des machines à laver. Ce n'est pas une image, ils vont vraiment construire des machines à laver avec les mêmes postes de production et avec les mêmes personnes. Si vous avez remarqué, il y avait un cadre de scooter qui se baladait tout seul, et ça nécessite quoi? Ça nécessite de l'automatisation, de l'Internet des objets, puisque ce n'est bientôt plus l'employé qui va se déplacer jusqu'au poste de travail, mais c'est l'outil de travail qui va se déplacer au cœur de l'usine auprès de chaque employé qui va suivre son chemin comme ça de manière autonome. Et grâce à l'Internet des objets, ces robots vont se déplacer en fonction de la demande qui va arriver directement de l'application web où vous allez commander, puis ça va rentrer dans la value chain, dans la chaîne de production, et ça va être ainsi créé au fur et à mesure avec toutes les personnalisations de pièces qui vont être elles-mêmes créées avec, par exemple, des imprimantes 3D, parce que vous voulez une pièce avec une spécificité particulière. Alors, c'est dommage, mes animations sont tombées à l'eau, donc je voulais vous faire un quiz pour vous demander qui était ce robot, mais vous le voyez. Donc c'est R2-D2. Le deuxième robot, que vous connaissez aussi, tiré de Star Wars, c'est BB-8. Le troisième, il a été fait par une société française, on va quand même tenter de faire le quiz, qui s'appelle Aldébaran Robotics. Alors, qui le connaît? Quel est son nom? Nao, voilà. Donc ça, on passe de la science-fiction à la réalité pour tout le monde. On a aussi les robots industriels, qui sont déjà dans nos entreprises. On en a 34 000 en France et 170 000 en Allemagne. Et puis Baxter. Baxter, est-ce que vous le connaissez? Non. Eh bien pourtant, c'est le symbole de l'industrie 4.0 aux États-Unis. C'est un robot qui, lui, n'a plus besoin qu'un programmeur lui indique exactement les mouvements qu'il doit faire. Il vous regarde, il regarde vos mouvements, vous lui tenez la main, vous lui montrez ce qu'il doit prendre, comment il doit tourner la pièce, la disposer, avec une certaine pression, et il le reproduit ainsi à volonté. Et comme ça, il est reconfigurable
sur plein de sites de production ou plein de postes de manière complètement intuitive, et surtout il n'est plus enfermé dans une cage comme on voyait des grands robots derrière des cages de protection parce qu'eux ne savaient même pas qu'il y avait un humain en face et ils risquaient de vous blesser. Donc les robots sont de plus en plus intelligents, de plus en plus amicaux. Alors il y a une définition, une citation que je voulais vous donner, que je vous laisse lire. L'usine du futur sera plus intelligente, agile, centrée sur l'homme connecté, intégrée au territoire, respectueuse de l'environnement et rentable. Tout ça est une question de rentabilité, puisque en fait, on va gagner entre 10 et 20% de productivité grâce à l'automatisation. Alors, une usine connectée, elle est connectée, mais à quoi? En fait, elle est connectée déjà à sa chaîne d'approvisionnement, parce qu'on évite les stocks lorsqu'on est connecté. Elle est connectée ensuite à ses machines, puisque ces machines sont capables d'utiliser cet approvisionnement. Elle est connectée ensuite aux autres usines, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'usines qui fabriquent un produit intégralement. Aujourd'hui, une production est répartie entre différents sites de production. Et enfin, elle est connectée aux hommes. Vous l'avez vu au travers de la tablette, au travers de la réalité virtuelle, au travers des casques de VR qui sont en train d'arriver dans l'usine. Et de plus en plus, l'être humain est connecté à son écosystème dans l'usine. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est tiré de l'usine nouvelle et je trouve ça passionnant. Vous y retrouvez en fait les différents postes d'une usine et vous y trouvez surtout l'atelier de conception qui est en haut, qui va utiliser de la 3D pour faire du modèle, mais vous avez aussi une chaîne de production classique entièrement automatisée, qu'on retrouve là où il y a marqué machine-outil, mais vous avez aussi une autre usine, impression 3D industrielle. Et on va pouvoir mixer comme ça, au cœur de l'usine, les deux univers de la chaîne de masse à la chaîne plus légère, et l'industrie lourde se transforme quelque part en industrie lourd-léger, comme une catégorie de boxeurs différente. Alors ça prend un petit peu de temps. Et ça ne passe pas. Est-ce que vous pouvez me passer la slide, s'il vous plaît? Merci. Alors tout ça soulève quand même une question. La question, c'est combien d'emplois ça va réduire? C'est sur les lèvres de tout le monde. Et en fait, il y a déjà une première étude qui a été faite et qui montre que la relation directe entre nombre de robots et automatisation et décroissance du nombre d'emplois n'est pas avérée. Vous prenez l'exemple, en France, on a 34 000 robots, en Allemagne, on en a 170 000. Eh bien, avec 170 000 robots, donc quand même au moins 5 fois plus que nous, l'Allemagne compte réduire ses emplois dans l'industrie de 650 000 employés, mais en créer 1 million. Donc on se retrouve dans une création positive. Et les grands gagnants aujourd'hui sont la Corée du Sud, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis qui y vont à marche forcée. Alors qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien en France, on a enfin une prise de conscience qu'il faut réagir. Et donc il y a notamment le 34e plan qui a été lancé par Emmanuel Macron d'industrialisation, de réindustrialisation et de l'usine du futur qui a été lancé autour de 9 technologies spécifiques différentes. Et surtout, vous commencez à avoir des associations et des initiatives qui regroupent des écoles, des industries, des associations d'industrie, comme l'Alliance pour l'industrie du futur, et qui, autour d'un certain nombre d'initiatives, comme des initiatives de formation, vont pousser l'industrie du futur de demain. C'est absolument crucial que ça continue, et notamment parce que là, on le voit bien, il y a moins de jeunes que d'anciens dont je fais partie, je vous rassure, qui sont dans la pièce. Parce que tout le monde croit que tout se passe sur le web, et à l'époque, moi-même, de mes études, j'ai fait un DUT de GE2I, donc génie électrique, informatique industrielle. J'ai fait mon premier stage chez Papier Lotus, c'était super glamour, je voyais passer des papiers toilettes toute la journée. Et j'ai informatisé une ligne de production de 100 mètres, avec un ordinateur avec mes petites mains. J'ai adoré ça, et pourtant je suis allé quand même sur le web. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je ne ferai pas le même choix. En fait, aujourd'hui, avec le taux de robotisation qui monte en France, je serais resté dans l'usine parce que le terrain de jour a été nettement plus intéressant. Alors, encore une slide qui ne passe pas.
Et c'est normal, c'est une vidéo, et je finirai par ma conclusion. Alors cette vidéo, c'est une vidéo qui est tirée d'Internet, qui vient d'une entreprise qui s'appelle Festo, qui fait 19 000 collaborateurs, qui est allemande. Peu de personnes la connaissent, et ils sont en train d'inventer des outils et des robots de demain. Et je trouve que cette vidéo est particulièrement intéressante puisqu'on voit le robot cybernétique où l'homme est en force augmentée. Je vous laisse la découvrir. Apparemment, on a un léger problème. Ok, on repasse en slide. Donc la vidéo, je vous invite à la regarder. Je vais vous la décrire quand même en 1 minute. Il se trouve que cette vidéo montre d'abord une personne qui travaille, puis montre un robot, et ensuite montre une personne qui travaille avec un exosquelette. Et donc cet exosquelette, sur la main de l'employé, on voit des doigts en métal complètement animés qui sont capables de prendre des pièces beaucoup plus lourdes que prévu. Et ça permet non pas d'augmenter la force du bras, puisqu'au final l'exosquelette se limite à la main, mais ça va permettre aux travailleurs de demain de travailler plus longtemps dans l'usine, alors que ça leur pose des problèmes physiques, par exemple. Quelqu'un qui est proche de la retraite et qui se doit de continuer à prendre des pièces lourdes se verra nettement plus aidé. Il montre aussi un certain nombre de technologies où les robots sont en auto-apprentissage par rapport au mouvement que vous faites en face de lui. Donc il copie vos mouvements. Et puis enfin, cette vidéo va vous montrer comment des robots vont suivre des objets juste avec une caméra et reconnaître un objet d'un autre pour choisir le bon avec le bon niveau de pression juste à la forme. Et ça n'est pas du tout de la science-fiction, alors qu'on pourrait le croire en regardant la vidéo. En vérité, c'est déjà aujourd'hui dans les usines. Alors cette slide, je ne vais pas vous la décrire puisqu'elle fait extrêmement peur. En revanche, ça décrit tous les métiers. C'est Roland Berger, encore un cabinet de consulting qui l'a créé. Ça décrit tous les métiers et toutes les technologies qui sont embarquées dans le processus de création d'une entreprise. Donc vous voyez, ça commence par la conception, puis le pilotage, le contrôle, les opérations de fabrication du service, et puis l'organisation du travail. Et on y trouve des degrés de maturité avec des technologies différentes qui vont de la CFAO, donc la conception assistée par ordinateur, la PAO, la maintenance. Et puis on y retrouve, plus on évolue dans la 3e couche en dessous transverse, on y retrouve des technologies actuelles qui sont en train de rentrer dans l'entreprise, comme la maintenance prédictive. Alors dans ma propre entreprise où on fait de la maintenance de serveurs, on a 350 000 serveurs, on apprend de notre parc les causes de panne qui arrivent et on apprend à les détecter en avance de phase, ce qui permet de changer par exemple un disque dur avant qu'il tombe en panne. Donc on améliore, avant on faisait du réactif, puis du proactif, ça voulait dire on était prêt. Non, maintenant on n'attend même plus la panne, on la devance avant même qu'elle arrive. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'en transverse de toutes ces différentes étapes du processus de fabrication dans une entreprise, on y retrouve une couche transverse où on va retrouver ce qu'on appelle les SMACs dans l'informatique. Et on va y retrouver surtout le cloud computing qui va permettre de stocker les données de toute la chaîne de production et tous les appareils à un endroit. Le big data de manière à analyser et à tirer le meilleur parti de ces données. On va y retrouver l'Internet des objets qui vont stocker des données et qui vont les consommer pour rendre cette usine intelligente. La session d'avant parlait de cybersécurité, et je peux vous assurer que c'est encore plus important dans les chaînes de production où il y a des hommes et des machines qui se mélangent, puisqu'il y a eu des piratages incroyables, notamment des images pornographiques qui ont été envoyées sur tous les écrans d'une grande chaîne de supermarchés américaine. Bon, c'est choquant, mais ça a blessé personne physiquement. Quand une usine devient folle, on peut se poser aussi des questions sur les employés qui sont à côté. Donc ça fait partie, l'informatique et toutes ces évolutions de l'IT, du cœur du processus de révolution industrielle de l'industrie de demain. Alors ensuite,
Quelles vont être les nouvelles compétences dont vont avoir besoin les entreprises pour demain? Il va y avoir déjà toutes les anciennes compétences, donc de mécanique, de robotique, d'informatique classique. Mais on va y retrouver beaucoup de Product Lifecycle Management, parce que la gestion du cycle de vie du produit a complètement changé. Cette manière d'adapter un produit par consommateur fait qu'il faut être beaucoup plus réactif et le travailler différemment. On ne travaille plus sur un produit pendant 6 mois qu'on produit pendant 5 ans. Au bout de 4 mois, il est déjà révolu, donc il faut passer à une évolution ou au produit suivant. Il va y avoir aussi du lean développement. Donc là, c'est comment est-ce qu'on développe en tirant parti des nouveaux enseignements des startups, et principalement les startups web qui font du lean startup. Donc ils font un produit minimum viable, ils le mettent sur le marché, et puis ils regardent ce que le consommateur utilise ou n'utilise pas. Et typiquement, un Facebook a 600 versions de Facebook en live, et puis ils en éliminent régulièrement celles qui leur rapportent le moins de clics sur les pubs, et ils en remettent d'autres en live, et ils font évoluer leurs produits petit à petit comme ça. Et bien dans l'industrie, ça arrive aussi. Enfin, il y a la réalité augmentée que vous avez vue. Il y a la fabrication additive, donc c'est la 3D, voilà, l'impression 3D. Il y a les robots intelligents dont on a parlé, et puis le lean manufacturing, c'est le processus de fabrication beaucoup plus agile. J'en ai terminé, on a un tout petit peu de retard, donc je vais prendre sans doute qu'une ou deux questions, si vous en avez, je vous remercie. Sur ce sujet qui est très à la mode, on voit plein de cabinets de conseil qui en parlent. Vous avez cité Berger, BCG, Mac aussi a publié, donc vraiment tout le monde publie. Les fournisseurs de solutions, que ce soit Siemens, GE, disent c'est l'avenir, c'est l'avenir. Côté industriel réel, est-ce qu'il y en a vraiment qui y vont? Est-ce que vous auriez des noms en tête? Alors, étant donné que moi je viens du service et je travaille plus sur l'IoT, je connais pas le cœur de l'industrie lourde, puisque je ne suis pas rentré dans une usine depuis un paquet de temps. En revanche, tous ceux qui sont dans le secteur automobile sont en train d'y passer. Déjà, première chose, ça c'est un fait. L'IoT, dans notre propre entreprise où on déploie de l'IoT chez nos clients, en fait, on se retrouve avec, par exemple, Aldes, qui est une entreprise qui fait des ventilateurs. Voilà. Et donc, les ventilateurs, maintenant, sont connectés directement à une application mobile. Donc l'IoT se déploie vraiment partout. La robotisation, vous voyez qu'on est très en retard. On a 34 000 robots pour 170 000 en Allemagne. Par contre, ils deviennent de moins en moins chers et de plus en plus faciles de prise en main. Il y a besoin de moins en moins d'ingénieurs et de formation pour les mettre en œuvre. Donc on peut penser que le mouvement est vraiment enclenché à partir de maintenant. On est bon ? Eh bien, je vous remercie. Et puis j'espère que les étudiants qui seront là feront le choix de l'industrie. Merci.